Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de Politique, votre émission du week-end. Pas de vague rouge pour les Républicains, mais la majorité tout de même aux mid-terms, une victoire qui permet aux Républicains d'obtenir un pouvoir de blocage sur la politique de Joe Biden jusqu'en 2024. Quel avenir pour le pouvoir de décision de Biden lui reste-t-il une marge de manœuvre? Quelles sont les retombées pour les États-Unis et pour la suite des événements dans le monde? Le retour de Trump est-il imminent ou la justice risque-t-elle de le rattraper au vol? Et l'Ukraine dans tout ça? Voilà des questions auxquelles nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse avec nos invités. Ann Daisin, américaniste, juriste, vous êtes également professeur des universités, auteur du livre Les États-Unis et la démocratie, paru aux éditions L'Harmattan. Madame Ann Daisin, bonsoir et merci de vous joindre à nous et d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous aurons donc également M. Manuel Pouchelet, spécialiste en questions géopolitiques et sécuritaires. Il sera avec nous, ou il est déjà avec nous par Skype depuis Paris. M. Manuel Pouchelet, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci de votre invitation également. Merci à vous. Alors pour commencer, Madame Ann Daisin, nous allons commencer avec vous. Les Républicains ont porté ces élections de mi-mandat haut la main, on va le dire ainsi. Ce n'est peut-être pas la vague rouge que Trump avait promis, mais en tous les cas, ils sont bel et bien installés avec une belle majorité qui leur permet quand même d'avoir un pouvoir de décision. Quel avenir pour Joe Biden ? Alors moi, je nuancerais volontiers ce que vous avez dit, parce que je ne suis pas sûre que ce soit une belle victoire pour deux raisons. Ils vont avoir une majorité sans doute de quelques sièges à la Chambre, ce qui va poser beaucoup de problèmes au futur speaker, qui aura du mal à concilier les modérés et les extrémistes du Freedom Caucus. Mais surtout, la deuxième nuance, c'est que les démocrates ont remporté le Sénat. Or, le Sénat, c'est une chambre extrêmement importante et c'est celle qui va permettre au président Biden de continuer à obtenir la confirmation de juges progressistes qu'il tient à nommer pour tenter de faire contrepoids aux 253 juges extrêmement radicaux nommés par Trump et approuvés avec la complicité du leader McConnell au Sénat. Donc ça, c'est une très très belle victoire pour les démocrates et c'est sans doute un soulagement pour le président Biden. Alors c'est vrai que pour faire passer ces projets, ce sera plus difficile. Tout va dépendre de la puissance de nuisance de Trump. Si certains élus à la Chambre, des élus républicains, ont un petit peu moins peur de Trump, des vengeances de Trump, peut-être certains accepteront-ils de voter quelques projets qui recueillent vraiment l'unanimité dans le pays, peut-être réformer l'immigration par exemple. Bon, c'est avec beaucoup de points d'interrogation. Le gros problème pour Biden, c'est qu'il va être soumis à un flot incessant d'investigations parce que l'un des pouvoirs du Congrès des États-Unis, qui en fait une chambre très très forte, c'est ce qu'on appelle oversight, c'est-à-dire la possibilité de mener des enquêtes sur la façon dont le gouvernement, le président se comporte. C'est par exemple la commission qui enquête sur l'insurrection du 6 janvier. Là, les républicains vont vouloir enquêter sur tout. Alors des choses assez normales, comme par exemple la débâcle, la sortie d'Afghanistan, si ce n'est que le président Biden était lié par les engagements de son prédécesseur, mais ça a été très très mal géré, mais aussi d'autres enquêtes sans doute beaucoup moins justifiées, comme par exemple les prétendues malversations du fils Biden, ou bien il semblerait que la speaker de la Chambre, Nancy Pelosi, va faire l'objet d'une investigation. Par contre, c'est intéressant de noter que les républicains n'ont absolument pas l'intention de s'interroger sur les causes de l'inflation. Ça pourrait être intéressant. Oui, alors très bien, parce que j'allais peut-être poser la question. Pour beaucoup, le fait que Trump aujourd'hui ait annoncé, juste après que les Républicains aient remporté ces élections, son retour et sa candidature, peut-être ça pourrait prêter au fait de dire que, effectivement, vu que la majorité est pour les Républicains, Trump a toutes les chances peut-être de remporter ces élections. Mais ce n'est pas tout à fait le cas, M. Pouchelet, parce que de toute façon, même les Républicains ne veulent pas de Trump, quelque part. Je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis sont arrivés à un tournant de leur histoire en termes de leader politique.
au regard de la situation internationale. Parce que si vous voulez, ce qui a un petit peu quand même dominé les midterms, c'est essentiellement la situation en Ukraine que vous avez évoquée au moment de l'introduction de cette émission. Mais vous avez aussi d'autres préoccupations qui n'ont pas été mentionnées, comme notamment le possible retour de Taïwan à la Chine et sous la contrainte, voire par la force, tel que le président Xi Jinping l'a annoncé lors du 20e congrès du Parti communiste chinois au mois dernier. Donc si vous voulez, quelque part, le retour de Donald Trump, c'est une question qui se pose. On a entendu quand même quelques bribes sur un potentiel concurrent qui a l'air d'être encore plus ferme que lui, mais qui n'a peut-être pas non plus le même passif, où actuellement, vous savez qu'il y a une commission d'enquête, où finalement, pour l'instant, les résultats sont vains. Il n'y a rien qui a été, on va dire, découvert. Mais tout reste à démontrer. On est dans une logique électorale, un petit peu de se faire la tactique, on va dire, des croche-pattes entre adversaires. Et pour l'instant, je pense que Donald Trump risque d'avoir encore quelques obstacles sur son parcours de retour tant annoncé. On l'a évoqué en Occident, on parlait d'un retour qui est craint, mais également qui est craint non seulement en Europe, mais également sous d'autres latitudes, où si vous voulez, la présidence Trump précédente avait quand même marqué par certains actes que le monde, enfin j'allais dire la scène internationale, ne souhaiterait pas non plus reconnaître. Cela dit, on a quand même des sujets très inquiétants qui vont dominer la suite de ce mi-mandat de M. Biden, et on espère tous qu'il soit suffisamment encadré et comment dirais-je, conseillé pour pouvoir réussir ces défis, surtout face à un Vladimir Poutine qui pour l'instant ne tergiverse pas. Oui, alors, Madame Anne Daisy, je vous pose à peu près la même question. Est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui qu'avec la victoire des Républicains, cette majorité va peut-être précipiter justement le retour de Trump, alors que les Républicains eux-mêmes ne désirent pas du tout le retour de Trump? Comment va se dessiner le scénario? Les Républicains ne souhaiteraient qu'une chose, c'est que par magie, Donald Trump s'efface du paysage politique. Malheureusement, il est trop mégalo et en plus, il a vite annoncé sa candidature, alors que ça va sans doute permettre aux démocrates de remporter le siège de sénateur, le dernier qui est en jeu, en Géorgie. Parce que dans l'opinion, chez les modérés, chez les indépendants, le mot Trump maintenant suscite vraiment un rejet, une réaction très négative. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Trump a été le grand perdant de ces élections. Parce que tous les candidats qu'il a poussés en venant les défendre lors de l'élection primaire étaient tellement à la fois extrémistes, mais aussi aberrants lorsqu'il niait les résultats de l'élection, ce qu'on appelle election deniers, qu'ils ont été tous retoqués, les trois en Arizona pour le poste de gouverneur, pour le poste Attorney General, pour le poste de secrétaire d'État en charge des élections. Oui. Je crois que Madame... Oui. Alors, je voudrais quand même aller vers vous, Monsieur Pouchelet, en attendant que la connexion se rétablisse avec Madame Anne Daisy. Monsieur Pouchelet, est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette majorité est suffisante pour bloquer justement la gouvernance de Biden? Est-ce que ça pourrait réduire, voire même freiner les marges de manœuvre du président Joe Biden actuellement? Si vous voulez, les républicains et les démocrates, quand on regarde l'histoire des États-Unis, de toute façon, se sont complétés, y compris en termes d'immixtion à l'international. Donc, si vous voulez, quelque part, je pense que c'est ni plus ni moins que la suite logique ou d'une continuité, où de toute façon, il n'y a pas cette espèce de rupture comme on peut l'entendre chez nous en Occident, au niveau européen, j'entends. Mais si vous voulez, je pense que de toute façon, ça peut créer un équilibre. Mais ce qui est quand même intéressant de voir au regard de cette expérience vécue des midterms, c'est qu'il y a toujours cet équilibre entre démocrates et républicains. Ce qui veut dire qu'on a une nation américaine qui est dans le doute, qui pense et qui espère sous-peser certaines décisions, d'autant que je rappelle que les événements du Capitole marquent quand même du mauvais saut la présidence Trump, alors que jusqu'à présent, il a quand même hérité d'excellents résultats des administrations précédentes, si vous voulez. Donc quelque part, est-ce qu'on n'arrive pas peut-être à une forme d'épuisement du bipartisme aux États-Unis? Bon, pour l'instant, je n'y crois pas, mais cet équilibre, en tous les cas, qui est affiché, semble avoir été recherché. Mais bon, quelles sont les préoccupations des Américains?
On parle beaucoup de politique internationale au niveau de nos rédactions et des informations qui filtrent sur les États-Unis. En revanche, on ne parle pas du tout de politique intérieure, qui est un sujet très important à l'heure actuelle, où aux États-Unis, la situation économique est très délicate, comme partout dans le monde, avec cette crise qui s'annonce économique sur la durée et cette compétition qui est relancée avec la Chine, d'autant que M. Xi Jinping a fixé un agenda en 2035 et en 2049. Oui, alors Anne Daisy, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Je posais tout à l'heure la question, est-ce qu'aujourd'hui les républicains ne veulent pas de Trump? Alors quel scénario peut-il être envisagé? Justement, est-ce qu'il y a un républicain qui pourrait justement pour les élections de 2024 se prononcer ou partir comme favori? Alors, certains ont eu beaucoup d'espoir pour le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a été réélu triomphalement pour un deuxième mandat de gouverneur. Mais c'est un homme jeune, il a 44 ans et il semblerait qu'il n'ait pas envie de mener un combat terrible, qui sera terrible, contre Trump lors de l'élection primaire. Parce que les sondages montrent qu'il y a encore un bon tiers des républicains qui sont prêts à défendre Trump, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si le camp républicain présente plusieurs candidats, et il y en a des tas, Mike Pence, l'ancien vice-président, Mike Pompeo, sans doute Nikki Haley, enfin, au moins une demi-douzaine. Ce qui risque de se passer, c'est ce qui s'est passé en 2015-2016, c'est-à-dire que Donald Trump va les dégommer les uns après les autres en trouvant des surnoms bien blessants, bien péjoratifs, et il risque d'être celui qui obtient l'investiture républicaine. C'est la pire des choses pour le Parti républicain parce qu'on a vu ce qui s'est passé en 2020. Les indépendants, les modérés ne peuvent pas voter pour Trump. Alors, sauf si les démocrates ont un candidat très très nul, soit le président Biden qui serait trop vieux, soit quelqu'un d'autre, les républicains risquent de perdre la présidentielle simplement parce que là, Trump, malgré toutes ces casseroles juridiques, mais ça ne jouera pas parce que les 30% dont je parlais sont prêts à le soutenir quoi qu'il arrive, même s'il était mis en examen par le département de la justice, qui est une hypothèse, bien qu'il y ait des risques, même s'il était mis en examen par le procureur de Géorgie pour tentative de fraude de l'élection en Géorgie, ça ne changera pas d'un iota l'attitude de ces fanatiques de Trump, de ces 30%. Justement, on sait très bien que lorsque Biden a été élu, on disait qu'on n'a pas voté pour Biden, on a beaucoup plus voté contre Trump. Donc, il n'y avait d'alternative que Biden. Donc, même pour Biden, ce n'était pas vraiment un choix. Cela pour dire qu'aujourd'hui, Biden vient d'annoncer qu'il peut-être qu'il se représenterait pour un deuxième mandat en 2024. Alors, est-ce que, M. Pouchelet, cette décision est réaliste ou est-ce qu'elle ne serait pas un petit peu utopique? Parler d'utopie pour l'instant est encore trop tôt. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde au niveau des démocraties en place, je ferai remarquer que les présidents, on a eu la réélection de M. Macron en France, au regard de la volatilité internationale, je pense qu'il y a un risque, entre guillemets un risque, qu'on soit bien d'accord, de réélection et de reconduction de mandat pour le suivi du dossier qui est en cours, c'est-à-dire la crise ukrainienne. Ensuite, on a un M. Biden qui a une position très ferme envers la Chine et envers Taïwan, par rapport à certaines décisions. Donc, il y a une possibilité que M. Biden soit reconduit. Maintenant, aux États-Unis, quand on regarde l'histoire des États-Unis, les dernières présidences, la plupart du temps, si vous voulez, il y a quand même eu 2 mandats, à part Trump qui n'en a fait qu'un. Mais si vous voulez se prononcer sur l'utopie et l'avenir de la situation, là je parle exclusivement de la scène internationale, est très délicat. On a quand même des dirigeants et des contradicteurs aux Américains qui sont particulièrement tenaces. La question demeure ouverte. Est-ce que M. Biden aura suffisamment de charisme et de pouvoir décisionnel avec ce nouveau paysage politique américain qui se dessine pour pouvoir réaliser ses ambitions et surtout ce dessin politique sur cette scène internationale qui est devenue volatile et particulièrement dangereuse. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être un nouveau meneur d'hommes avec un nouveau regard ou si vous voulez, la situation internationale l'exige. Maintenant, en ce qui concerne le suivi des dossiers, peut-être M. Biden, surtout sur cette scène internationale, risque d'être reconduit. N'oublions pas, on a énormément de chefs d'État à l'étranger
et de gouvernements qui étaient très impatients de voir arriver au pouvoir ce monsieur Biden en pensant qu'il allait faire volte-face par rapport à la politique étrangère de Donald Trump. Sur certains sujets, ça a été le cas, ce n'est pas le cas pour tous. Oui, alors Madame Anne Daisine, que pensez-vous justement de cette question, le fait qu'aujourd'hui Joe Biden présente ou a l'intention de se présenter pour les élections de 2024, d'autant plus qu'il a des problèmes de santé. Est-ce que ce n'est pas un petit peu, est-ce que c'est réaliste au fait? Alors je voudrais d'abord continuer sur l'attitude de Joe Biden, sur s'il a fait volte-face ou pas volte-face. Oui. Bon, il est certain, par exemple, qu'il a laissé en place les droits de douane qu'avait mis en place Donald Trump. Mais sur tout le reste, c'est revenu au rôle des États-Unis classiques, c'est-à-dire le leader sur la scène mondiale, le défenseur de la primauté du droit, de ce qu'on appelle rule-based order, c'est-à-dire d'un ordre international fondé sur des règles, et puis surtout le travail avec les alliés. Et de nouveau avec l'OTAN que détestait tellement Donald Trump. Là, on voit bien avec la guerre en Ukraine, l'invasion par les Russes, que Joe Biden, quels que soient ses mérites, a réussi à ressouder le camp occidental, le camp des alliés, contre cette invasion des Russes. Et ça, c'est une bonne chose pour la scène internationale, qui est un retour un petit peu à la négociation, au multilatéralisme, qui avait été complètement détruit, piétiné sous la présidence Trump. Alors, va-t-il se représenter? Moi, j'ai le sentiment que de toute façon, avant les primaires, il ne pouvait pas faire autre chose que de dire qu'il allait se représenter. Et même s'il a l'intention de se représenter, oui, il n'a quand même pas trop intérêt à le dire, parce qu'à la minute où il est candidat officiel, il va falloir qu'il remplisse les formalités pour le financement des élections. Il sera un petit peu plus tenu. Donc, il a tout intérêt à essayer de faire avancer son agenda, voir ce qui se passe à la Chambre des représentants, oui, et puis surtout maintenir le front sur le plan international, à la fois l'Ukraine et Taïwan / la Chine. Très bien. Alors, vous avez évoqué la question ukrainienne. Je vais poser quand même la question à M. Manuel Pouchelet pour conclure cette émission, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, je vous demanderai, M. Manuel Pouchelet, d'être très bref. Disons que c'est un petit peu le dernier mot. Alors, quelles sont les répercussions, justement, de la victoire des Républicains aujourd'hui sur la crise ukrainienne, s'il doit y avoir des retombées, bien sûr? Peut-être, est-ce que ce ne serait pas une manœuvre espérée pour M. Poutine avec si vous voulez, le lancement de négociations? Pour l'instant, la Russie a toujours le lead sur cette crise ukrainienne, même si on a vu la perte de la ville de Kherson. Mais attention, l'hiver va être long. M. Poutine, pour l'instant, a toujours l'avantage. Face à lui, s'il y a des républicains, est-ce que ces républicains auront la même fermeté de ton face à un M. Poutine qui est particulièrement déterminé? Cela reste à voir. D'autant qu'on a des précédents historiques avec les conflits où les Américains ont participé, je pensais à l'Irak, à l'Afghanistan, oui, où, si vous voulez, la situation est restée très confuse. Donc maintenant, attention, ne croyons pas forcément à un revirement et un changement complet de posture et de situation. Pour l'instant, l'objectif prioritaire est de trouver un compromis, de trouver une paix, puisque les économies, que ce soit américaines, chinoises, européennes, vont en pâtir pendant de très nombreuses années avec des risques de, comment dirais-je, d'autres désordres sur d'autres théâtres. Oui, apparemment, je crois que j'ai fait une petite erreur de calcul. Il nous reste quand même un peu de temps. 9 minutes, ce n'est pas rien. Madame Anne Daisine, je me retourne vers vous. Alors, je vous repose la même question. Pensez-vous aujourd'hui qu'avec la victoire des Républicains, justement, il peut y avoir des répercussions sur le déroulement des événements en Ukraine, d'autant plus que les Républicains se sont positionnés en disant qu'il n'y avait pas besoin d'offrir autant d'aide militaire et financière à l'Ukraine? Oui, alors les deux partis sont divisés. Ce qui s'est passé avant les élections, c'est que la droite des Républicains, ce qu'on appelle le Freedom Caucus, a dit c'est fini les chèques en blanc, si nous reprenons la majorité. Ça ne veut pas dire que nous allons abandonner l'Ukraine, mais on va faire plus attention dans les sommes que l'on donne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, la gauche du Parti démocrate disait bon, tout cet argent qu'on donne à l'Ukraine, c'est bien joli, mais ça serait peut-être mieux de financer des programmes sociaux avec cet argent. Donc, il est très possible que le président Biden ait davantage de difficultés à obtenir une continuation de l'aide. Cela étant, je ne vois pas, parce que l'Ukraine a toujours été un domaine dans lequel il y avait un accord entre les deux partis, les républicains et les démocrates, donc ce qu'on appelle un soutien bipartisan. Dans la mesure où il y a encore ce soutien bipartisan, il devrait trouver suffisamment de monde dans son parti et chez les républicains
pour continuer à trouver des financements. Mais peut-être pas autant. Là, des sommes absolument gigantesques ont été débloquées. Ce sera peut-être un petit peu moins. De toute façon, je crois que nous le disions avant, là, nous entrons dans la période de l'hiver. Donc, quelque part, il va y avoir un statu quo. Les troupes vont rester de part et d'autre. Je ne suis pas sûre que la Russie soit en position gagnante. Je pense que la Russie a suivi de nouveaux revers. Le fait que M. Poutine ait été obligé de demander la conscription, qu'il va piocher des soldats chez les mercenaires de chez Wagner et dans les prisons pour essayer de trouver des troupes qui combattent en Ukraine, veut dire que quelque part, il est en difficulté. Ça ne veut pas dire que le régime Poutine va tomber, mais ça veut dire qu'il est en difficulté et qu'il sera aussi content que les Ukrainiens de pouvoir souffler pendant les mois d'hiver, chaque camp essayant de reconstituer ses forces. Monsieur Manuel Pouchelet, d'abord, je voulais savoir quel était votre commentaire à ce que vient de dire Madame Anne Dayzin. Et puis ma question, c'est quel est le bilan pour ces élections de mi-mandat qui voient la Chambre et un tiers du Sénat renouvelés? Si bilan on peut faire. De toute façon, ce qui domine ces élections de mi-mandat, c'est sans contexte la scène internationale où finalement la politique intérieure américaine, on est resté très discret en termes de diffusion d'informations. Maintenant, ce qui est quand même inquiétant, c'est cette scène internationale où la volatilité et la violence, notamment la durée des conflits, finalement font passer énormément d'administrations quand on regarde les démocraties en place, et on voit quand même un maintien au pouvoir de régimes autoritaires qui sont assez dissuasifs, si vous voulez. Maintenant, en ce qui concerne le statu quo sur la guerre en Ukraine, je me méfie. Parce que, si vous voulez, les offensives d'hiver, les Russes sont capables d'en mener malgré la réduction, soi-disant, des effectifs. Attention, M. Poutine ne nous a pas tout démontré. Il a d'autres matériels en stock, il a d'autres alliés qui le fournissent. Maintenant, je pense que les 6 prochains mois vont être suffisamment décisifs. Une chose est sûre, on a remarqué que M. Zelensky nous a tenu des propos particulièrement contradictoires avec le missile qui s'est écrasé en Pologne, où il y a une contradiction entre c'est un missile russe, c'est un missile ukrainien et ainsi de suite, où, si vous voulez, il vient à son tour de perdre la bataille de la communication. Et je me demande si M. Poutine n'est pas en train justement de jouer sur cet aspect de bataille de la communication où a été confondu vitesse et précipitation concernant le président Zelensky. Donc, si vous voulez, de toute façon, l'Ukraine et l'actualité européenne vont continuer de s'inviter au niveau de la vie politique américaine, ça il faut le souligner ce soir, mais bientôt, ou peut-être à plus ou moins courte échéance, vous aurez ici de lourdes décisions économiques au regard de la situation que nous traversons, avec une inflation qui est difficilement jugulable, des économies qui vont s'affaiblir. On a également aussi un ralentissement économique au niveau de la Chine, ce qui n'est pas forcément un bon signe. Donc, si vous voulez, il va falloir réagir sur court préavis, et beaucoup de dirigeants politiques maintenant sont formés un petit peu comme les militaires, à savoir décider dans l'incertitude, mais pour cela, il faut être excellemment bien conseillé. Très bien. Est-ce que vous ne pensez pas, Madame Anne Dayzin, que ces résultats, c'est-à-dire qui mettent un petit peu en tête les Républicains, n'ont pas réellement contribué à l'équilibre du Congrès? Alors, ce que je veux dire, c'est que quand même, il faut savoir que les Américains ne s'intéressent pas beaucoup à l'international. Lorsqu'on parle des positions du parti, ce sont les élus. Mais les électeurs se sont prononcés sur deux choses. Les Républicains ont fait campagne sur l'inflation et sur la criminalité en disant « Regardez, c'est terrible sous le président Biden, l'inflation, la criminalité ». Et les démocrates ont fait campagne sur leur réussite législative, tout ce qu'ils ont obtenu, l'infrastructure, le climat, la santé, et sur la démocratie en disant que ce que voulaient faire les Républicains, c'était en fait de détruire le système électoral et le système démocratique. Donc, bien sûr, tout le monde pense à l'Ukraine, mais lorsqu'on voit les sondages et les sondages sortis des urnes, on constate que pour les électeurs, l'Ukraine, c'est en numéro 10, en représentant 3% des préoccupations de l'électeur moyen. Oui, très bien, vous faites bien de le dire, Madame Anne Dayzin. Effectivement, les Américains ne portent pas beaucoup d'intérêt à ce qui se passe en dehors de leur pays. Monsieur Manuel Pouchelet, je vous donne le dernier mot si vous voulez conclure. Qu'est-ce qu'il pourrait être dit justement concernant cette victoire des Républicains? Est-ce que ce sont vraiment des freins pour Joe Biden? Est-ce que Biden aujourd'hui a les mains liées dans son travail en tant qu'homme politique pour prendre des décisions? Comment va se dessiner le paysage politique américain désormais?
Je pense que l'arrivée d'un concurrent sérieux et tenace que sont les Républicains vont peut-être pousser M. Biden à prendre des décisions qu'il n'a peut-être pas osé prendre avant, notamment en politique intérieure, ce qui vient d'être évoqué. Et ça, c'est très important. C'est vrai que les Américains ont pour préoccupation la politique intérieure, certes. Cependant, est-ce que les Républicains vont pas jouer le rôle de modérateur tant attendu face à un président Biden qui, au niveau, là j'insiste bien sur ma spécialité qui est l'international et même au niveau de l'intérieur, risquerait enfin d'avoir un contrepoids important où il va devoir se décider et prendre des positions. Ce qui pourrait peut-être le sauver si tant est qu'il souhaite se représenter en 2024. Merci beaucoup, Monsieur Manuel Pouchelet. Je rappelle que vous êtes spécialiste dans les questions de géopolitique et sécuritaire. Merci beaucoup également, Madame Anne Deyzine, d'avoir pris part à ce débat. Je vous rappelle que vous êtes professeur émérite. Vous êtes également auteur du livre Les États-Unis et la démocratie. Merci, Mesdames et Messieurs, de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de politique. Au revoir.